Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Éclair TV et merci de nous être fidèles pour nos analyses. 3 points à notre temps de réflexion aujourd'hui. D'abord, nous ferons le tour des circonscriptions pour essayer de comprendre ce qui s'y est passé. Ensuite, il y a la logique de l'aversion de la, pas forcément de la Macronie, mais de la politique en général, que nous analyserons et dont nous verrons, tenterons de voir du moins comment cela s'est traduit dans les résultats des votes. Et puis, vous vous posez un certain nombre de questions que deviendront Élie Califère ou bien Christian Baptiste en tant que maire, Marie-Luce Panchard, que s'est-il passé, quel avenir pour Justine Bénin, ou encore peut-on créer un groupe outre-mer à l'Assemblée. Voilà donc les 3 grandes étapes qui constitueront notre sujet de réflexion. Alors, concernant le premier, relatif à l'analyse par circonscription. Dans la première circonscription, rappelez-vous que la frappe qui soutenait Dominique Biras, au premier tour, est partie considérablement divisée en 3. L'hypothèse de Dominique Biras a été qu'il va y avoir une addition mathématique des différents mécontentements qui se sont exprimés à travers Alix Nabachot ou bien Nadège Montout. Or, qu'a-t-on vu en réalité? C'est qu'entre-temps, alors même que Nadège Montout de la France Insoumise a appelé à voter pour Dominique Biras, eh bien, au niveau national, la France Insoumise a demandé de voter pour Olivier Servat. Ça veut donc dire que le report de voix qui aurait pu être activé par le rejet de la politique présidentielle durant 4 ans a été complètement brouillé puisque l'électeur est devenu dubitatif entre l'appel à voter du niveau national de la France Insoumise et celui des représentants locaux de la France Insoumise. Le résultat, on le sait, d'Olivier Servat n'a fait qu'accentuer son avance et donc a été élu très largement dans la première circonscription. Dans la deuxième circonscription, nous avions déjà attiré l'attention des téléspectateurs d'Éclair TV sur le fait qu'il y avait une objectivité d'opposition, donc à travers les chiffres, qui n'était pas très favorable à la secrétaire d'État sortante, qui n'avait terminé qu'avec 1000 voix d'avance. Mais n'oublions pas que dans cette circonscription, le Rassemblement national a fait plus de 2000 voix, et la France Insoumise, avec Michel Tola, en a fait plus de 3200. Cela veut dire que l'alliance objective autour de la dynamique de la contestation n'était pas très favorable à Justine Bénin. Et on a vu effectivement les résultats s'inverser complètement, à savoir que Justine Bénin, qui avait gagné dans 4 de l'ensemble des communes, n'en gagne plus que dans une seule, le Moule, avec 18 voix d'avance, Christian Baptiste gagnant dans l'intégralité des autres communes. Donc le report de voix, c'est bien fait. Le paradoxe, et on verra tout à l'heure en deuxième étape, tenter d'expliquer pourquoi, le paradoxe, c'est que Christian Baptiste a bénéficié aussi bien des voix de la France Insoumise que du Rassemblement national dans la logique de s'attaquer directement à la représentante en chair et en os du gouvernement, à savoir Justine Bénin. Dans la troisième circonscription, Rodi Tolassi échoue d'environ 1 millier de voix, mais doit nous interpeller les scores qu'il réalise dans certaines communes. Il arrive en tête à Goyave, en faisant plus de voix que Ferdi Louisi lui-même au premier tour. Il n'y a que 400 voix de différence à Bémao et à Petit-Bourg. Il gagne à Sainte-Rose et en fait, Max Mathiasien a surtout fait la différence dans son fief qui est des. En fait, dans cette circonscription, le rapport de force s'est inversé. C'est vrai que Rodi Tolassi n'avait pas derrière lui l'expérience, il l'a lui-même dit, et la machine de guerre dont bénéficiait Max Mathiasien. Il n'empêche que le Rassemblement national, en sa personne, au-delà même de la philosophie qui peut être celle de ce mouvement politique, le Rassemblement national, lentement mais sûrement, commence à avoir des représentants
qui, s'ils savent faire fructifier leur capital, eh bien, et que la contestation persiste, pourront être ceux qui, avec les insoumis, pourront incarner, en tout cas, un contre-pouvoir. Attendons la suite des événements, sachant que nous entrons dans une période où il n'y aura quasiment plus d'élections locales, puisque les prochaines élections sont les sénatoriales et en 2024, les européennes. Enfin, il n'y a pas eu de suspense dans la 4e circonscription. Nous ne ferons pas de commentaires particuliers. Concernant maintenant le deuxième aspect que je voudrais évoquer avec vous, qui nous interpelle, puisqu'on constate que dans la 2e circonscription, le report de voix s'est bien fait en faveur de Christian Baptiste, alors que dans la 1re circonscription, ce report a été chaotique. Et donc, on peut, me semble-t-il, défendre la thèse suivant laquelle la dimension affective est un élément suffisamment de cohésion et d'agrégation qui permet justement à l'électorat objectivement de pouvoir trouver une incarnation plus facile. Et je m'explique. Par exemple, aux Abîmes, et ainsi que je l'ai dit, il n'y avait pas d'incarnation de l'opposition à la politique gouvernementale, mais également à la politique locale, parce que n'oublions pas que les grandes problématiques que soulèvent les électeurs, c'est le problème de l'eau, des transports, des déchets, des sargasses, de la santé, qui sont des problématiques pour la plupart décentralisées ou déconcentrées. Et on constate qu'il n'y a pas eu de dynamisme affectif particulier aux Abîmes. Je vais expliquer pourquoi. C'est parce que l'électorat a été brouillé, puisque les appels à soutenir les candidats étaient complètement contradictoires et antinomiques. Par contre, cette dimension affective liée à l'aversion par rapport à l'élément politique, en tout cas au fait politique en tant que tel, a joué beaucoup plus dans la 2e circonscription, tout simplement parce qu'il y avait une représentante en chair et en os du gouvernement et que par conséquent, la dynamique à la fois Rassemblement national plus la France insoumise, deux mouvements qui n'ont rien en commun sur le plan philosophique, sur le plan idéologique, mais qui ont en commun sur le plan affectif de vouloir traduire une certaine aversion et de porter cette aversion, en tout cas de l'incarner à travers quelqu'un qui a été, donc qui s'appelle Christian Baptiste, puisqu'il a été élu. C'est vrai donc que ce qui permet, la conclusion qu'on peut tirer, il va falloir qu'on le vérifie au niveau des élections futures, mais l'une des conclusions que l'on peut tirer, c'est que la dimension affective assure un renforcement de cohérence dès lors qu'elle reste dans la même dynamique et qu'il n'y ait pas de facteur extérieur qui soit de nature à la brouiller, comme on l'a vu par exemple au niveau des Abîmes avec la France insoumise. Donc cette thèse, nous allons la suivre au fur et à mesure des élections à venir. Et enfin, il nous reste maintenant à aborder un dernier sujet concernant des points en tout cas qui vous interpellent. Les électeurs se posent en général 4 questions. La première, quel avenir pour Justine Benin? Le président de la République a été très clair. Il a parlé des membres du gouvernement, nonobstant leur appartenance, puisqu'on sait que la dynamique présidentielle s'appuie sur le mouvement Renaissance, ex-La République en marche, mais également le MODEM et le mouvement Horizon. Il a parlé du gouvernement, ce qui veut dire que normalement, Justine Benin est censée présenter sa démission au nom du principe dégagé verbalement par le président de la République. Après, il peut y avoir des exceptions liées au fait que le président de la République peut dire, bon, je l'ai dit pour les membres de la République en marche, et que par conséquent le MODEM puisse défendre la présence de Justine Benin. Pour ma part, je suis plutôt pessimiste, puisque cette règle ne peut pas faire l'objet de dérogations spécifiques pour une ultramarine, puisqu'elle s'appliquera vraisemblablement s'il y a d'autres ministres ou secrétaires d'État qui sont battus. Donc, à mon sens, pour Justine Benin,
la situation, en tout cas l'avenir politique, ne sera vraisemblablement pas au niveau du gouvernement, sauf exception et négociation et dérogation dont il faudrait s'interroger sur la pertinence et le sens. La deuxième question concerne Élie Califère et Christian Baptiste. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Au terme du code électoral, ils sont en situation d'incompatibilité. Ils disposent de 30 jours pour enlever le mandat qui crée l'incompatibilité, à savoir le mandat de maire. En tant que député, ils n'ont droit qu'à un seul mandat local qui ne doit pas être un exécutif. Ils sont tous les deux conseillers municipaux et conseillers départementaux. En tant que députés, ils ne pourront pas conserver les deux. Vraisemblablement que pour ne pas trop s'écarter de la commune, ils vont opter pour le mandat de conseiller municipal. Et ça veut donc dire que vont les remplacer au conseil départemental les remplaçants qui ont été élus, puisque dans le cadre des binômes, chaque candidat devait proposer un remplaçant. Donc on verra apparaître deux remplaçants, ceux d'Élie Califère et de Christian Baptiste, au conseil départemental. La troisième question concerne la déclaration de Marie-Luce Panchard. Pour ma part, je reste très prudent parce que seule Marie-Luce Panchard détient la cause profonde qui l'a amené à prendre cette décision. La seule chose que je peux dire, c'est qu'au départ, elle n'était pas la candidate du GUSR, puisque lorsqu'il y a eu la réunion des militants, c'est une autre candidate qui avait été désignée. Mais dans le cadre de l'accord de gouvernance concerté avec Harry Chalus a proposé sa candidature, qui a été acceptée. Mais on comprend très bien qu'on est dans la situation très particulière à la Guadeloupe, où le GUSR avec Guy Losbar dispose des militants, et qu'Harry Chalus a sa puissance redistributive qui est celle du conseil régional. Beaucoup de communes ne sont pas en mesure de mener à bien des projets et doivent s'appuyer sur le conseil régional dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage dite déléguée. Donc la région prend en charge à 100% le projet. Et c'est vrai que si les militants ont choisi une candidate et qu'une autre candidate, en tout cas, est imposée, ces militants se mobilisent de manière très discrète. Pardon. Donc, on attend voir ce que déclarera Marie-Luce Panchard et surtout la portée de ces déclarations quant aux relations entre Harry Chalus et Dominique Losbar. Enfin, la création d'un groupe outre-mer est possible sous le plan juridique. L'article 23 du règlement de l'Assemblée nationale interdit cependant toute forme de communautarisme qui serait, en tout cas, dont le critère serait l'appartenance à une communauté. Il est donc possible que ce groupe se crée sur le plan juridique, à condition bien évidemment que d'autres députés, qu'ils soient bretons, occitans, basques ou corses, viennent renforcer ce groupe. Mais je pense que ce ne sera pas la plus grande des difficultés. La plus importante, me semble-t-il, sera de convaincre les députés ultramarins, par exemple ceux de la NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, à quitter leur groupe pour rejoindre le groupe Outre-mer, puisqu'on ne peut pas siéger à l'Assemblée dans deux groupes différents. Il en sera de même certainement pour les Républicains, et on verra également ce qu'il en est pour les députés qui seraient dans la dynamique présidentielle et ultramarine. Donc on comprend très bien que c'est un projet qui est faisable sur le plan juridique, mais beaucoup plus difficilement réalisable sur le plan humain. En tout cas, merci de nous avoir fait confiance sur Éclair TV concernant les deux tours de ces élections. Nos émissions Analyse Hebdo vont s'interrompre puisque nous allons rentrer dans le cycle des vacances, comme cela se fait de manière traditionnelle. J'ai eu plaisir en tout cas à partager la réflexion sur notre société guadeloupéenne avec vous. Bonne nuit, que la nuit vous soit douce, mais surtout bonnes vacances avec beaucoup de prudence et de sérénité.